Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session, donc un nouveau webinaire dans cette situation un peu particulière pour présenter l'actualité sociale, mais également aujourd'hui, nous ferons un petit focus sur l'actualité de branche. Je vous invite, comme sur les précédents webinaires, à nous poser vos questions à l'issue de ce webinaire en privilégiant les questions par mail. Vous retrouverez nos coordonnées à la fin de cette présentation. Également, vous pouvez télécharger le support là, qui va vous être présenté, donc n'hésitez pas. Je vous propose de démarrer donc avec ces différentes thématiques. Pour démarrer donc l'actualité sociale liée à cet épisode d'épidémie et le point sur les négociations de branche. Pour rappel, vous pouvez avoir toute l'actualité au quotidien au travers de notre dossier pratique et également au travers du fil d'actualité que je vous invite à consulter sur notre site Alizé Plasturgie. Au sommaire de ce webinaire, les apports des ordonnances des 1er et 2 avril, avec un focus sur les services de santé au travail, également le dialogue social, l'activité partielle, la prime PEPA et un dernier focus sur l'entretien professionnel. Nous ferons également un point donc, sur les négociations de branche avec un focus sur le salaire minimum conventionnel et les indemnités de rupture sur l'évolution de notre accord, notamment sur les indemnités de départ à la retraite. Pour commencer l'actualité sociale, les apports des ordonnances des 1er et 2 avril, et notamment pour ce qui concerne le service de santé au travail. Donc, une ordonnance avec des aménagements et également un décret tout nouveau qui est sorti donc hier, publié ce matin, qui permet d'adapter temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail. Tout d'abord, le rôle de prévention en entreprise. L'ordonnance va donner donc aux services de santé au travail, pendant toute la durée de la crise sanitaire, les missions de diffuser des messages de prévention à l'attention des employeurs et des salariés. D'être également en appui des entreprises dans la mise en œuvre des mesures de prévention et également d'accompagner les entreprises qui seraient amenées à accroître, à adapter leur activité pendant cette période. Un décret reste à paraître sur une autre mission qui va être donnée par l'ordonnance auprès des médecins du travail qui vont être amenés à pouvoir prescrire et renouveler des arrêts de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection d'un salarié au Covid. Également, ils seront amenés à procéder à des tests de dépistage du virus selon un protocole qui devra être défini par arrêté. Donc, toutes ces conditions devront être précisées dans un décret à paraître. Concernant maintenant le suivi médical des salariés, les visites médicales pourront être reportées, celles qui doivent être réalisées à compter du 12 mars dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des salariés. Cette décision de report sera prise par le médecin du travail qui devra apporter un point de vigilance particulier sur les salariés exposés à des risques particuliers comme les travailleurs de nuit, les mineurs, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes. Le médecin du travail pourra être amené également à reporter certaines interventions, des études de poste, les procédures d'inaptitude, la réalisation de fiches d'entreprise. Concernant le report des visites médicales, l'article 5 de l'ordonnance précise que les dispositions qui permettent le report de ces visites ou les interventions seront applicables jusqu'au 31 août 2020. L'article 3 de l'ordonnance précise que le report des visites ne fait pas obstacle à l'embauche ou à la visite de reprise du travail. Par contre, le report devra être limité au maximum au 31 décembre 2020. Pour le report des visites médicales, le médecin du travail va pouvoir reporter au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 les dates des visites et examens suivants, sauf s'il estime que le salarié doit être vu préalablement. Donc, cela concerne les visites d'information, les visites de prévention initiale, le renouvellement de la visite d'information et de prévention, et également le renouvellement de l'examen d'aptitude et les visites intermédiaires, sauf pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A. Le médecin du travail, ça c'est encore un nouvel apport du décret qui vient de paraître, n'est pas tenu d'organiser la visite de pré-reprise prévue au Code du travail qui concerne les arrêts de plus de 3 mois,
lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020. Toujours dans le cadre des reports des visites médicales, le médecin du travail va pouvoir reporter la date des visites et examens médicaux, ne pourra pas reporter, les visites et examens médicaux suivants, donc les visites d'information et de prévention initiales qui concernent les travailleurs handicapés, les mineurs, les titulaires de pensions d'invalidité, les femmes enceintes qui viennent d'accoucher ou allaitantes et les travailleurs de nuit. Pas de possibilité de report non plus pour l'examen médical d'aptitude initiale dans le cadre du suivi médical renforcé et pas de possibilité de report non plus pour le renouvellement des examens d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie 1. Le report des visites médicales qui vont concerner maintenant les visites de reprise. Donc, pour les travailleurs handicapés, mineurs, titulaires de pension d'invalidité, femmes enceintes ou venant d'accoucher ou allaitantes ou travailleurs de nuit, le médecin va devoir organiser la visite de reprise du travail avant la reprise effective du travail. Par contre, pour les autres salariés, le médecin du travail peut décider du report de l'examen sans faire obstacle à la reprise du travail, dans la limite d'un mois pour les salariés qui font l'objet d'un suivi individuel renforcé et dans la limite de 3 mois pour les autres travailleurs. Donc là, ils peuvent reprendre le travail. Il faudra organiser les visites de reprise dans les délais indiqués. Report des autres interventions des services de santé au travail, l'article 4 de l'ordonnance permet le report ou l'aménagement des autres catégories d'intervention, comme les études de poste, les procédures d'inaptitude, la réalisation de fiches d'entreprise. Donc, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai. Je vous invite à vous rapprocher de la médecine du travail, notamment dans le cadre des procédures d'inaptitude qui peuvent être en cours ou à venir, pour élaborer avec lui la mise en place de ces procédures. Nous passons maintenant au dialogue social avec les relations avec les partenaires sociaux. L'ordonnance du 1er avril a apporté des adaptations et également un question-réponse du ministère du Travail. Tout d'abord, par rapport à la négociation, vous pouvez être amené à devoir négocier. Il faut absolument tenir le calendrier de négociation. Vous êtes tenu au respect de ce calendrier. Vous avez peut-être des NAO en cours ou à venir, des négociations sur l'égalité homme-femme notamment. Dans le cadre de ces négociations, il est vivement recommandé d'avoir recours à la visioconférence ou à défaut à l'audioconférence. Rien n'empêche toutefois de mener les négociations en présentiel. Pour autant, il faudra bien veiller à respecter les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières et à délivrer au personnel devant se rendre sur le site des autorisations de déplacement dérogatoires. Les options maintenant pour la signature des accords, il est admis en premier lieu la signature électronique sous réserve de respecter les exigences du règlement européen et des dispositions du Code civil qui permettent d'identifier le signataire, de créer une signature avec un niveau de confiance élevé, que cette signature soit placée sous le contrôle exclusif du signataire, également que les données soient associées à cette signature afin d'éviter toute modification ultérieure de ces données. Ensuite, vous avez une autre option. Vous pouvez décider d'envoyer le projet d'accord pour signature manuelle à chacune des parties. Une fois récupéré chacun des exemplaires, cela constituera l'accord. Il faudra bien donc récupérer l'ensemble des documents signés pour constituer cet accord et le déposer avec l'ensemble de ces documents. Enfin, dernière option pour la signature des accords, vous pouvez donner mandat à une ou plusieurs organisations syndicales donc pour signer un accord. Pour ce qui concerne les entreprises de moins de 11 salariés qui ne sont pas dotées de délégués syndicales ou les entreprises de moins de 20 salariés sans CSE, un accord peut être négocié, il doit être ratifié par la majorité des 2/3 et donc il y a une possibilité de recueillir l'approbation des salariés à distance grâce à un dispositif électronique. Il va falloir veiller à ce que ce dispositif permette la confidentialité du vote, l'émargement des personnes et d'éviter le vote multiple.
Nous passons maintenant à la consultation, l'information et la consultation du CSE pendant cette période. Là également, il est vivement recommandé de recourir à la visioconférence ou à défaut à l'audioconférence. S'il est impossible d'utiliser ces technologies ou si un accord le prévoit, il est possible alors de recourir à la messagerie instantanée. Des décrets restent à venir pour préciser ces dispositions. En cas d'urgence et sous réserve, là encore, de respecter les consignes de sécurité sanitaire, les gestes barrières, il est possible également de tenir les réunions en présentiel, en délivrant également les autorisations de déplacement dérogatoires pour le personnel devant se rendre sur site. L'ensemble des autres dispositions relatives à l'information et la consultation du CSE demeurent applicables, les délais de convocation notamment, les délais de consultation. Quid maintenant des élections du CSE en cours? L'ordonnance du 1er avril précise que les élections en cours sont suspendues et donc tout processus électoral qui a été engagé avant le 12 mars est suspendu à compter de cette date pendant toute la durée de l'état d'urgence et jusqu'à 3 mois après cessation de cet état d'urgence. Aujourd'hui, cela va jusqu'au 25 août 2020. De fait, les mandats en cours sont prorogés, ainsi que le statut protecteur des représentants du personnel. Cette mesure vise les entreprises qui ont l'obligation d'engager le processus, obligation qui est née qui naîtra après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, mais également les employeurs qui, bien qu'ayant l'obligation de le faire, n'ont pas engagé le processus électoral avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance. On verra pourquoi cette précision par rapport à l'activité partielle. Justement, activité partielle, donc nous allons faire un petit focus par rapport à l'ordonnance du 27 mars, le question-réponse mis à jour par rapport à ce dispositif, un arrêté du 31 mars 2020 qui augmente le contingent d'heures indemnisables. Il nous reste par contre des décrets qui sont toujours en attente, notamment sur l'indemnisation de certains salariés, les cadres en forfait jour, les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. On pense notamment aux cadres dirigeants, aux travailleurs à domicile. L'activité partielle par rapport à la durée et le contingent, donc l'autorisation de placement en activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable. Nous avons eu des informations de la part des directs qui nous ont été données par les entreprises, qui ont indiqué aux entreprises que si elles n'avaient pas de lisibilité sur la durée du placement en activité partielle, il était préconisé de mettre une date au 30 juin, puisque les directs auraient reçu des directives de n'accorder le dispositif dans un premier temps que jusqu'au 30 juin, pour ensuite permettre aux entreprises de faire des renouvellements, bien sûr, mais dans un premier temps de limiter ces premières demandes au 30 juin. L'arrêté du 31 mars 2020 modifie le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle et passe ainsi de 1000 à 1607 heures par salarié, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise? Le question-réponse, dans sa version du 3 avril, indique non, la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, je souhaite mettre en place de l'activité partielle. J'ai une entreprise de moins de 50 salariés. Le question-réponse dit non, il n'est pas nécessaire de consulter le CSE. Attention, cependant, cette position du ministère n'est pas conforme aux dispositions du décret qui prévoit une consultation obligatoire dans le cadre de la mise en place de l'activité partielle dès lors que la société dispose d'un CSE, sans faire aucune référence à l'effectif. Nous vous invitons donc, par rapport à cette discordance de position, à peut-être plutôt suivre la rédaction du décret qui prévoit une consultation sans référence à l'effectif par rapport à une question-réponse du ministère. Dans l'attente d'une validation, il vaut peut-être mieux jouer la sécurité. En l'absence de CSE, est-ce que ma demande d'activité partielle peut être autorisée? Pareil, ajouté dans le question-réponse, oui, de manière exceptionnelle. Pour rappel, les entreprises ont l'obligation de mettre en place un CSE et cette obligation est rentrée de façon pleine et effective depuis le 1er janvier 2020.
Toutefois, on a l'ordonnance du 1er avril qui précise que on a une suspension des élections dans le cadre de la mise en place des CSE et qui dit qu'il est imposé aux employeurs qui doivent engager le processus de le faire dans un délai de 3 mois compté de la date de cessation de l'état d'urgence. Donc, la question se pose pour les employeurs qui avaient bien l'obligation de mettre en place ce processus électoral, qui ne l'ont pas fait. Donc, afin de ne pas bloquer les demandes d'activité partielle de ces entreprises et dans l'intérêt des salariés, eh bien, il est précisé que ces entreprises devront s'engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c'est-à-dire dès que la période de suspension du processus électoral sera levée. Donc, on peut recourir à l'activité partielle, même si on n'est pas à jour de ses obligations au titre des élections du CSE. Par contre, il faudra vraiment mettre en place ces élections au moment de la levée prévue par l'ordonnance. Question-réponse également du ministère, enfin sur les indemnités journalières et l'activité partielle. Quid d'un arrêt de travail avant ou pendant la période d'activité partielle? Eh bien là, le question-réponse est venu détailler l'articulation qui est faite par rapport à ces indemnisations en fonction de leur ordre d'attribution et du motif de l'arrêt de travail. On prend un premier cas avec un salarié qui bénéficie au préalable d'un arrêt de travail pour maladie. Et ensuite, l'entreprise va être en activité partielle. Le salarié reste en maladie indemnisé jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit. Le complément employeur qui va être versé alors par l'entreprise va être limité et plafonné à 70% du salaire brut parce que le complément employeur ne peut pas conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu'il toucherait s'il n'était pas en arrêt. À la fin de l'arrêt de travail, le salarié bascule dans le régime d'activité partielle. Deuxième cas, le salarié a un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l'épidémie pour isolement, pour garde d'enfants, et ensuite l'entreprise va être amenée à être en arrêt et en activité partielle. Deux cas, on va distinguer deux situations. L'activité de l'entreprise est totalement interrompue ou alors l'activité de l'entreprise est simplement réduite. On va poser un principe, c'est le question-réponse qui le pose. On prend le cas de l'entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d'une fermeture totale ou d'une partie de l'établissement. Et là, il est précisé que la justification des arrêts dérogatoires est normalement d'indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail parce qu'il a une mesure de protection ou parce qu'il est contraint de garder son enfant. Dans ce cas, ça n'a plus lieu d'être puisque le salarié n'a plus à se rendre sur son lieu de travail, l'activité de l'entreprise étant totalement arrêtée. Dans ces conditions, le placement des salariés en activité partielle, lorsque l'entreprise ou l'établissement auquel est rattaché le salarié, doit conduire à interrompre l'arrêt de travail du salarié. L'employeur devra signaler à l'assurance maladie la fin anticipée de cet arrêt, selon les mêmes modalités qu'une reprise anticipée d'activité dans le cadre d'un arrêt maladie de droit commun. En pratique, on prévoit toutefois que compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l'arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle totale, c'est-à-dire fermeture du site ou d'une partie de l'établissement, alors l'employeur peut attendre le terme de l'arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle. En revanche, aucune prolongation ou aucun renouvellement de l'arrêt ne pourra être accordé une fois le placement en activité partielle intervenu. Les employeurs sont donc tenus à ne pas demander le renouvellement de ces arrêts pour garde d'enfants de leurs salariés. Par contre, pour les salariés qui ont un arrêt de travail pour personnes vulnérables, eux se sont télédéclarés sur le site de l'assurance maladie et donc normalement ces arrêts sont automatiquement prolongés par l'assurance maladie pendant toute la durée du confinement. Là, l'employeur va donc devoir y mettre un terme. Il doit signaler à l'assurance maladie la fin anticipée de cet arrêt du fait de l'arrêt total d'activité dans l'entreprise ou l'établissement auquel est rattaché le salarié. Et donc, il va le faire selon les mêmes modalités qu'une reprise anticipée d'activité en cas d'arrêt maladie de droit commun. Le cas maintenant d'une entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d'une réduction de l'activité. On ne peut pas cumuler à la fois sur une même période une indemnité d'activité partielle et une indemnité journalière de sécurité sociale.
Donc, quand l'activité partielle dans l'entreprise prend la forme non pas d'une fermeture totale, mais simplement d'une réduction du nombre d'heures travaillées, on ne peut pas cumuler activité partielle et arrêt de travail, dérogatoire pour garde d'enfants ou personnes vulnérables. L'employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d'heures travaillées si un arrêt de travail est en cours. Enfin, dernier cas, si le salarié est d'abord placé en activité partielle et qu'il tombe malade ensuite. Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d'un arrêt maladie, hors garde d'enfants et personnes vulnérables. On a vu les cas précédemment. Donc, pour un arrêt maladie classique, le bénéfice du dispositif d'activité partielle va s'interrompre jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit. Le salarié va recevoir des indemnités journalières sans délai de carence et il recevra un complément employeur aux IJ versés par la Sécurité sociale. Ce complément employeur étant là encore plafonné à 70% du salaire brut, puisque le complément employeur ne peut pas conduire à verser au salarié un montant plus élevé que la rémunération qu'il aurait touchée s'il avait travaillé. Nous passons maintenant à la prime PEPA avec l'ordonnance du 1er avril 2020 qui, dans sa première disposition, reporte la date limite de versement de la prime du 30 juin au 31 août 2020. D'autres modifications, cette ordonnance permet à toute entreprise de verser cette prime exceptionnelle exonérée à hauteur de 1 000 € maxi, donc exonérée de cotisations et de contributions sociales, d'impôts sur le revenu, sans avoir à négocier d'accord d'intéressement. Par contre, pour les entreprises qui négocient un accord d'intéressement, le plafond peut être porté à 2 000 €. Et la conclusion d'un accord d'intéressement est également reportée, la date limite est reportée au 31 août 2020, tout comme la date limite de versement de la prime. La prime exceptionnelle va bénéficier aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, également aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise, donc utilisatrice à la date de versement de cette prime. L'ordonnance ajoute désormais tous ceux qui sont dans les effectifs à la date de dépôt de l'accord d'entreprise ou de la signature de la décision unilatérale qui définit le plafond et les conditions de modulation de la prime. En parlant des critères de modulation, il y avait déjà des critères admis, des critères de rémunération, de classification, liés à la durée contractuelle du travail en cas de temps partiel, liés à la présence effective sur l'année écoulée, avec des périodes assimilées de la présence effective comme certains congés, congés maternité, paternité et congés parental. Par contre, il y a un ajout par rapport à cette ordonnance pour permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés qui ont travaillé pendant cette période. Un nouveau critère de modulation est possible. Donc, on va pouvoir moduler le montant de la prime en fonction de la présence dans l'entreprise pendant la période d'épidémie. Donc, on peut tenir compte dorénavant des conditions de travail liées à l'épidémie. Comment mettre en place cette prime PEPA, soit par accord collectif, un accord de groupe, un accord d'entreprise, signé par un délégué syndical, signé avec les représentants du CSE, dans les entreprises dans lesquelles il est possible, déjà pour lesquelles il n'y a pas de DS, pour lesquelles nous n'avons pas de CSE, on peut également demander la ratification de l'accord aux 2/3 du personnel. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ces négociations pour connaître les possibilités de négociation. Nous avons une fiche pratique sur le sujet. Autre possibilité de mise en place par décision unilatérale de l'employeur, après information du CSE ou aux salariés par tout moyen en l'absence de CSE. Nous avons élaboré une trame de décision unilatérale relative au versement d'une prime exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas là également à nous solliciter pour obtenir cette trame de décision unilatérale. Pour terminer avec ce focus sur l'actualité sociale, l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, pour mémoire, les salariés à partir de 2 ans d'ancienneté doivent bénéficier et tous les 2 ans d'un entretien professionnel à réaliser dans l'entreprise. Au-delà de cet entretien professionnel tous les 2 ans, l'entreprise a également l'obligation de faire un état des lieux au bout de 6 ans. Cet état des lieux doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié de ces entretiens tous les 2 ans, donc 3 entretiens au bout de 6 ans.
et également a pu avoir le bénéfice d'une action de formation non obligatoire et également, pour cette année encore, la possibilité de démontrer qu'on a rempli son obligation, soit parce qu'il a suivi une action de formation ou acquis des éléments de certification ou de validation des acquis et ou obtenu une augmentation ou une promotion. En termes de timing, pour mémoire, cet état des lieux devait être réalisé au plus tard le 7 mars 2020 pour les salariés qui étaient rentrés dans les entreprises au 7 mars 2014. L'ordonnance permet de reporter l'entretien d'état des lieux jusqu'au 31 décembre 2020. Et par ailleurs, l'ordonnance suspend également jusqu'au 31 décembre l'application des sanctions qui sont prévues si on ne réalise pas et les entretiens et l'état des lieux et les contreparties, actions de formation, etc. Je vous rappelle, la sanction, 3 000 € par salarié. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour réaliser l'ensemble de ces opérations. Nous passons maintenant sur les négociations au sein de la branche. Nous revenons sur la date de dernière réunion qui s'est tenue le 20 février dernier avec pour la délégation salariale la présence de la CFDT et de la CGC. La FO et CGT n'étaient pas présentes en signe de protestation contre la réforme des retraites, pour rappeler un peu le contexte. Au cours de cette négociation, il a été fait une proposition au regard de l'accord salaire par la fédération d'une augmentation de 1,1% applicable sur la grille des salaires mini de la recommandation parue en juillet de l'année dernière et une application d'un éventuel accord signé à compter de sa date d'extension. Les organisations syndicales de salariés ont refusé de signer, considérant qu'il y avait un tassement de la grille pour les cadres et également qu'ils voulaient une application d'un nouvel accord, non pas à date d'extension, mais à date d'application de l'accord. Concernant les indemnités de rupture, nous sommes toujours en train d'essayer de renégocier l'avenant du 25 octobre 2018, dont on va reparler tout de suite après. Le point bloquant, vous vous souvenez, concerne l'indemnité de départ à la retraite des non-cadres qui a été déplafonnée. Lors de la dernière réunion, la proposition patronale a été de formuler une proposition en deux temps. Une indemnité calculée sur 45% d'une indemnité versée en cas de licenciement, donc 45% de l'indemnité de licenciement, versée sur les 2 premières années d'application de l'accord et 50% de l'indemnité de licenciement à compter de la 3e année en remettant un plafond, donc en limitant le calcul de l'ancienneté à 25 ans. Les organisations syndicales présentes ont demandé le relèvement de ce plafond et un passage à 50% de l'indemnité de licenciement immédiatement, donc en refusant la proposition d'étaler sur 3 années. Les prochaines réunions prévues, la réunion de négociation du 25 mars a été annulée, celle du 17 avril tente d'être maintenue en visio avec un ordre du jour adapté et la réunion suivante est programmée le 29 mai. Pour rappel, pour l'accord salaire, les 2 grilles en vigueur, la recommandation patronale du 1er juillet 2019 pour les non-cadres, donc 700 à 830 pour les coefficients, grille que vous pouvez retrouver sur notre site d'Alizé Plasturgie. Pour les cadres, c'est l'accord du 12 décembre 2017 qui s'applique, donc des coefficients 900 à 940. Là encore, vous pouvez retrouver cette grille sur notre site d'Alizé Plasturgie. Concernant l'accord sur les indemnités de rupture conventionnelle, indemnité de licenciement, indemnité de retraite, départ à la retraite ou mise à la retraite, c'est bien l'accord du 25 octobre 2018 qui s'applique. Pour rappel, cet accord a été déposé par les organisations syndicales. La Direction générale du travail n'a pas délivré immédiatement de récépissé de dépôt. Dans cet intervalle, la Fédération de la plasturgie a décidé d'engager une procédure de dénonciation de cet accord. La date de dépôt de dénonciation a été fixée le 25 avril 2019. Cela a ouvert une période de 15 mois de délai de survie de cet accord qui porte donc la fin d'application de cet accord au 27 juillet 2020 à minuit. La Direction générale du travail a informé de la date du dépôt de l'avenant qui a été fixée au 12 février 2019. L'accord est donc applicable depuis le 13 février 2019 jusqu'au 27 juillet 2020. Cet accord, vous pouvez le retrouver dans la médiathèque du site d'Alizé Plasturgie. J'ai quand même je vous ai remis les
tableau d'application. Nous avons actuellement des licenciements en cours, des procédures d'inaptitude, des licenciements autres, ça peut arriver. Donc, vous devez vous référer à ce tableau-là pour procéder au calcul de l'indemnité, avec dans une colonne le rappel des dispositions légales et ensuite les dispositions conventionnelles, donc des taux spécifiques pour les collaborateurs, les non-cadres. Attention, un avenant particulier pour la région parisienne, donc pour les collaborateurs situés dans les établissements entreprises de la région parisienne, il y a des taux spécifiques qui s'appliquent et également donc des taux particuliers pour les cadres. Concernant le départ à la retraite, puisqu'il là encore, il y a des départs à la retraite dans cette période de confinement. Donc, pour les cadres, un tableau particulier, coefficient 700 à 830, un tableau hors région parisienne, déplafonnement, vous avez vu, à partir de 30 ans et au-delà sans plafond, d'où la problématique de la renégociation de cet accord. Nous avons également donc un tableau particulier coefficient 700 à 830 pour la région parisienne. Les départements sont indiqués, donc uniquement pour les collaborateurs situés en région parisienne. Ensuite, pour les cadres, là, ça concerne l'ensemble du territoire national, coefficient 900 à 940, avec des taux particuliers. On est toujours dans l'indemnité de départ à la retraite, avec un plafonnement de cette indemnité à 7 mois et demi de salaire. Enfin, la mise à la retraite, celle qui est à l'initiative de l'entreprise, avec des taux particuliers. Nous en avons terminé avec cette présentation sur, d'une part, l'actualité sociale et l'actualité de branche. Je vous invite à suivre l'actualité au quotidien au travers de notre dossier pratique et du fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, nous publions quotidiennement sur ces deux supports. Nous avons également un prochain webinaire à venir. La date n'est pas encore fixée, donc nous reviendrons vers vous, qui concerne la reprise d'activité. Vous êtes amené à continuer votre activité ou à reprendre votre activité. Donc, quelles mesures mettre en place avec un focus sur cette version du prochain webinaire qui concernera plutôt les aspects HSE. Ce seront donc nos collègues du service HSE qui animeront ce prochain webinaire. Vous retrouverez nos coordonnées donc sur cette vignette, l'ensemble de vos correspondants au niveau du service juridique. Nous vous demandons toujours de privilégier plutôt des communications via nos adresses e-mail. Si vous souhaitez être rappelé, indiquez bien vos coordonnées téléphoniques afin qu'on puisse vous rappeler. Pour les questions d'ordre économique et l'influence en lien avec la fédération, n'hésitez pas à solliciter Thierry Charles et Valérie Clayton. Et puis, vous avez les coordonnées également de nos collègues, Marion et Mathieu, pour le service HSE. N'hésitez pas à les solliciter également. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt par téléphone, par email. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end prolongé à venir. Merci, à très bientôt. Au revoir.